On continue avec Fred Le Breton de l'association Aide, qui va nous parler du rôle des associations de patients. Alors déjà, merci de m'avoir invité. Je me sens un peu seul en tant qu'asso, là, mais c'est pas grave. Déjà, je vais vous expliquer d'où je parle. Donc moi, avant d'être journaliste spécialisé dans le VIH et la santé sexuelle, je suis gay, séropo, militant dans la lutte contre le sida depuis 12 ans. Et je voulais vous parler, j'ai pas de slide, ça va être dans ma tête. Je voulais vous parler d'une soirée qu'on a lancée il y a 10 ans, en 2013, avec Aide Paris, une soirée en fait d'autosupport. C'est-à-dire on avait un groupe qui s'appelait le Copil PD, donc c'était des hommes gays, bisexuels, et on se réunissait pour réfléchir un petit peu à ce dont on avait besoin. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait un gros besoin en termes de santé sexuelle pour discuter entre nous. Donc on a créé un groupe d'autosupport, on préfère dire autosupport que groupe de parole, qui s'appelait la Mêle-toi de ton cul, et donc qui était une soirée mensuelle donc, qu'on a lancée donc, en décembre 2013, et le but c'était de créer un espace safe voilà, pour que la parole puisse se libérer et aborder des sujets aussi divers que le chemsex, la sérophobie, la PrEP, etc. Et la toute première soirée était sur la thématique de la santé anale. Donc on avait fait venir un proctologue. Pour la petite anecdote, on avait un local qui donnait sur la rue et le proctologue diffusait des slides avec des condylomes, des fissures anales géantes. Donc il y avait les patients qui s'arrêtaient et qui étaient un peu interloqués, qui se demandaient ce qui se passait. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Moi, ce qui m'a marqué lors de cette soirée, c'est le témoignage d'un gay séropo. Il devait avoir la trentaine, si je me souviens bien, 32 ans je crois, qui nous avait expliqué en fait que pour lui, le VIH, c'était pas un souci. Voilà, il a été dépisté, traité, indétectable en 6 mois. Voilà, tout se passait bien. Par contre, on lui a trouvé des condylomes, donc HPV. Il a été opéré 2 fois sous anesthésie générale. Donc c'était, comme vous savez, très invasif. Il a très très mal vécu. Pour lui, il parlait d'un traumatisme. Il disait que voilà, il était plutôt passif, même très passif. Il disait qu'il avait plus de vie sexuelle, qu'il le vivait très mal, qu'il avait fait une dépression. Et en plus de ça, au bout de 2 opérations, quand il est retourné pour faire son examen, on lui dit qu'il fallait à nouveau opérer parce qu'il en restait. Comme vous le savez, il faut souvent opérer 2-3 fois, anesthésie générale, etc. Avec le post-op qui était très compliqué. Et ce témoignage, il m'avait marqué parce que je le trouve assez emblématique de ce sujet qui est très tabou encore, de la santé anale, et du fait qu'aujourd'hui, chez certains séropos qui sont bien traités, etc., les condylomes, surtout quand il y en a beaucoup et que c'est interne, ça peut être un vrai traumatisme. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Donc je voulais un petit peu témoigner sur ce sujet-là. Alors, c'est une soirée qu'on a lancée en 2013, qui avait lieu tous les mois. Elle a duré, je crois, jusqu'en 2018. Après, les équipes ont changé, donc ça... Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est vraiment une soirée qui avait beaucoup de succès. On avait entre 25 et 30 personnes à chaque fois. En plus, un public qui revenait, du coup, qui était assez fidèle. Des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller dans les assos qu'on était allé chercher sur Grindr et compagnie. Et du coup, je crois qu'il y avait un vrai besoin à cette époque-là. Voilà, on parlait de chemsex, de PrEP, la PrEP qui n'était pas encore autorisée en France, etc. Donc, voilà, il y avait un vrai besoin de parler de santé sexuelle. Parce que justement, Frédéric, vous dites qu'il y avait un vrai besoin à cette époque-là, mais le besoin persiste. Alors il existe toujours, mais aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'avec la PrEP, la santé sexuelle, notamment chez les HSH, ça s'est quand même démocratisé, on en parle plus, etc. En 2013, la PrEP n'était pas autorisée, donc il y avait moins de discussions autour de la santé sexuelle, de la santé anale, etc. Oui, mais alors justement, la PrEP, c'est aussi un risque d'attraper d'autres maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que ça, vous en parlez ? Oui, on en parlait. Moi, je trouve que la PrEP, au contraire, ça a été une passerelle, une porte ouverte sur la santé sexuelle, une passerelle aussi entre séropo et séronègue, parce que la sérophobie est toujours présente, mais ce qu'on constate dans le milieu gay, en tout cas, c'est que les mecs sous PrEP sont quand même plus informés, notamment sur le TASP, etc., et que, du coup, il y a moins de discrimination aujourd'hui, inter-gay, je parle, quand les mecs, ils sont sous PrEP. Très bien le traumatisme pour les condylomes. Ouais. C'est vrai que quand il y a des lésions dans le canal anal, normalement on peut faire que des traitements destructeurs, donc Anne fait à l'électrocoagulation, moi au laser. Ouais. Voilà. En France, il y a aussi des crèmes qu'on peut donner. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'AMM en intracanalaire, ouais. Et ils l'ont en fait dans d'autres pays. Donc par exemple pour les lésions de haut grade, donc, moi j'étais en charge des parties du traitement médical, donc on a dit que pour les lésions de haut grade à papillomavirus dans le canal,
il y avait du sens à utiliser l'Aldarac, il n'y avait aucun problème, les études avaient été faites pour ça, et c'est sans doute pareil pour les condylomes. Le problème, c'est qu'on normalement, on ne peut pas vous le prescrire. Ouais. Voilà. Et en fait, une opération sous anesthésie générale dans cette zone-là, on le sait, c'est compliqué. Quand on a une sexualité anale réceptive, c'est un vrai trauma, en fait. Hein. Ouais. Je voulais parler d'un sujet qui sont les types de relations sexuelles entre homosexuels avec des relations plus ou moins, on va dire, agressives, au plan physique, pas psychique. Et alors, je pense parler au nom d'un certain nombre d'infectiologues. Globalement, on a appris le vocabulaire, mais c'est pas pour ça qu'on a une quelconque compétence, on va dire, proctologique sur les conséquences potentielles de ça. Et je pense que à part dans des grandes villes où il y a des proctologues spécialisés un peu dans l'univers homo, je pense que nos proctologues, je pense qu'ils ils doivent être un peu comme nous, c'est-à-dire ils connaissent les mots, mais on voit jamais, en tout cas pas dans l'univers du VIH, on voit pas dans des congrès des études sur les conséquences médicales de certaines pratiques. C'est comme s'il y avait une sorte de blackout sur le sujet, on va dire, sans y mettre de valeur morale, justement, juste sur le plan technique, médical. Mais d'où l'intérêt d'avoir des espaces d'autosupport où, entre nous, on peut discuter de ces sujets-là que parfois les mecs, ils n'osent pas aborder. Mais est-ce que vous oseriez en parler avec les proctologues qui vous voient ? Moi, en tant que personne ? Enfin, vous, le groupe, les gens du groupe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le proctologue n'a pas de raison particulière d'être très formé pour ça. Oui. C'est vrai que moi, c'est particulier parce que j'habite à Paris, je suis informé, etc. Donc j'ai un proctologue qui est très informé. Mais c'est vrai qu'en région, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Juste, moi qui suis proctologue, effectivement, on essaie quand même de s'intéresser de plus en plus à ça. On a fait quand même une étude aussi pour... c'est vrai que la sexualité anale et tout ça, on n'en parle quand même pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'études, on est parfois un peu démunis. Mais on a quand même essayé de s'intéresser, notamment avec l'incontinence anale, etc., s'il y avait des facteurs de risque. Et c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte quand même que effectivement, toutes les pratiques type fist, etc., il y a quand même un surrisque de lésions, d'incontinence anale quand même associé à ça. On commence à s'y mettre, mais c'est vrai que ça mériterait plus de discussion parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout, mais je crois qu'on est ouvert à la discussion. Il faut faire des échanges interassociatifs, oui, bien sûr. Il y a une dernière remarque avant de passer à la question suivante. Je voulais simplement faire une petite ajouter, rebondir un petit peu dans la notion de leur rôle des associations et dans la santé sexuelle. Moi, je veux mettre ma deuxième casquette. Je suis interprète de service public, interprète spécialisé en santé mentale et sexuelle. Et ce qu'on constate, évidemment, c'est l'importance de s'appuyer sur... peut-être vous connaissez ce qu'on appelle la clinique transculturelle, qu'on a affaire avec des populations migrantes. Aujourd'hui, on sait que l'incidence de VIH dans la population migrante est absolument relevante. C'est là où se concentre, pour ainsi dire, aujourd'hui, l'épidémie. Donc c'est extrêmement important puisqu'on a affaire, dans le cas de la sexualité, dans le cas de VIH et dans le cas de cancer, à des pathologies ou à des situations qui sont culturellement extrêmement chargées. Donc de quelle façon négocier la prise en charge quand on a une valeur ajoutée extrêmement importante dans la prise en charge, c'est là où je disais s'appuyer sur la clinique transculturelle et surtout le travail avec des interprètes professionnels qui sont formés et qui sont préparés à être capables de négocier, pas uniquement l'assistance on va dire immédiate de la consultation clinique, mais la prise en charge à longue durée.